take-off. Press 7. 80 knots. Check. Air France de Tango, bonsoir, de Tango 3, ligne 0 est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Conseil, bonsoir, de Tango, Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 London Heathrow. Siamo al conchigio, dico uscito. Un, deux, un, deux. Est-ce que là, vous m'entendez bien, les amis? Voilà, hop, on va passer par là. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, bon, ça commence bien. Ah, ça y est. Bon, ok. Il y a du son? Oui, il y a du son. Alors, dites-moi sur le chat s'il y a du son. On va y arriver. Ok, ça y est. Alors, c'est parfait. Je recommence. On rembobine les joies du direct. Avec un petit bruit de fond, ok, mais on va s'en contenter. Ok. Bon, alors, je disais, les amis, soyez les bienvenus dans la zone aéro. Vous avez fait le bon choix d'être ici, présent ce soir. Pourquoi? Parce qu'on a des invités qu'on va retrouver juste après. Vous savez, vous connaissez le concept de l'émission. Je voulais remercier déjà Jordan qui vient de renouveler son abonnement pour 6 mois. Merci à toi. Si vous voulez également aider la chaîne, vous pouvez le faire. Vous avez vu sur le chat, vous cliquez sur le lien qui vient de s'afficher, lazoneaero.streaming.lv, vous pouvez hoster la chaîne, donc vous nous permettez d'être diffusé sur plusieurs plateformes différentes. Et vous pouvez convertir votre abonnement Prime, Amazon Prime gratuitement, en abonnement pour la chaîne et nous, ça nous aide beaucoup. Voilà, salut donc Laurent qui est là, Jordan, j'ai vu Timal973 qui est dans le chat, Boruto RL, El Grisou, bonsoir mon cher Grisou, Nemesis Fly 82, Nester, Filou Oli HP, Valentin Alcaraz, Freeflight 30, etc. Donc voilà, vous êtes présents et ça fait plaisir. Et on a du son, donc c'est cool. Les amis, ce que je vous propose tout de suite, c'est de lancer, de déposer déjà le plan de vol de l'émission pour savoir de quoi on va parler ce soir. Donc, let's go! Alors, dépôt du plan de vol qu'on va afficher ici. L'actualité du terminal très courte ce soir, vous vous en doutez, hein, puisqu'on a des invités, donc ça va être surtout une émission avec des invités. Donc une actualité du terminal et demi, ça va être rapide. Ensuite, on retrouvera l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Ils sont là, ils sont cachés. Alors moi je les vois, vous ne les voyez pas encore, mais ça ne va pas tarder. Ils sont fidèles et au rendez-vous, et vous pourrez leur poser toutes les questions. Donc déjà, dans le chat, si vous souhaitez poser des questions particulières au fur et à mesure des échanges, n'hésitez pas à le faire. Si on peut répondre en temps réel, on répondra en temps réel. Si on ne peut pas répondre en temps réel, on l'affichera et hop, ça sera ici en bas. La question, on la déroulera et on répondra à toutes les questions. Donc n'hésitez pas.
à participer, bien sûr. Et puis évidemment, fin d'émission, la traditionnelle séquence remise de gaz fort aux questions pour parler de tout ce que vous voulez sur l'émission passée ou bien sur les émissions à venir, sur le programme, etc. Encore une fois, si vous souhaitez aussi réagir durant la semaine entre les émissions, vous pouvez le faire. Ça se passe sur le channel Discord que je vous affiche ici. Vous rejoignez gratuitement le serveur Discord et vous pouvez discuter entre vous, poster des photos de vol, comme l'a fait Free Flight 30 cette semaine. Merci à toi pour les photos qui ont été postées. Et voilà, ce serveur est aussi pour vous, donc n'hésitez pas à le faire vivre en cours de semaine. Et enfin, pour celles et ceux qui souhaitent voir les replays des différentes émissions, ça se passe sur YouTube. Et je vous mets également la chaîne, hop, ici. Voilà, le channel YouTube de la Zone Aéro avec toutes les rediffs depuis la création de l'émission. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si tout le monde est OK, si tout le monde est attaché, eh ben, on démarre tout de suite la première séquence, l'actualité du terminal. Et on bascule sur l'actualité du terminal avec une petite nouvelle ennemie. Comme je le disais, on va parler principalement de la compagnie Hop qui annonce en grande pompe le redémarrage du recrutement des pilotes. Donc si vous souhaitez... Ah, et on a un raid de la communauté de la simulation qui arrive. Salut Mister Simu qui arrive avec ses passagers, sois le bienvenu. Vous arrivez juste au début de l'émission, donc c'est parfait, installez-vous et n'hésitez pas à poser des questions, notamment à nos invités dans la séquence juste après. Je le disais sur cette actualité du terminal, la compagnie Hop qui redémarre le recrutement. Si vous êtes pilote, copie, et vous voulez rentrer dans la compagnie Hop, une campagne a été relancée, vous vous connectez en fait au site traditionnel Air France, puisque évidemment c'est la même maison, et puis vous suivez le recrutement et vous avez tous les prérequis qui seront indiqués sur le site de Hop, espace recrutement. Et on reste également chez Hop, puisqu'il a été annoncé, pas annoncé, mais en tout cas prévu, un remplacement de la flotte des Embraer Jet, les fameux E-Jet, qui devrait être remplacé, si tout va bien, par des Airbus A220. Le problème, c'est que selon la charte traditionnelle de la compagnie Hop, compliqué, parce que ces Airbus A220 sont supérieurs à 100 places. Donc, il y a des négociations qui sont en cours, et si tout va bien, en tout cas le SNPL de chez Hop a déclaré un avis favorable à ce changement, on devrait voir des nouveaux Airbus A220 qui devraient rejoindre, en fait remplacer petit à petit les différents Embraer Jet. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. On va tout de suite retrouver nos invités parce qu'ils sont venus de loin et donc on va tout de suite leur laisser la place puisque c'est tapis rouge ce soir à l'équipe de Voltige de l'armée de l'air qui nous a rejoint. Et préparez vos questions les amis, on les retrouve dans un instant juste après la séquence Un expert à la radio. C'est parti. Hop, et on va repasser sur la caméra. Voilà, là normalement c'est bon. Là vous avez du son, vous confirmez dans le chat. C'est bon, ok. Alors la raison, c'est vrai que d'habitude on a les petits micros là, mais aujourd'hui comme on est nombreux, on a mis ici un petit micro de table pour qu'on puisse entendre tout le monde. Voilà. C'est la raison pour laquelle la configuration des micros a un petit peu changé. Mais bon, ceci étant dit donc, eh bien messieurs, vous savez ce qu'on va faire. Je vais vous laisser vous présenter. 20 secondes chacun, ça vous va? Parfait. Donc en fait je vais lancer un timer d'1 minute. On va le voir qui déroule, et comme ça, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, et on arrive au total. Ça vous va? C'est parti. Qu'est-ce qui commence? Eh ben, je vais commencer. Allez hop, c'est parti.
Eh bien, bonsoir à tous, je suis le capitaine Orlovski, je suis le commandant de l'équipe de voltige armée de l'air et de l'espace, pilote de chasse de formation et je suis dans l'équipe depuis 2011. Ok. Je suis sergent Pasquet, j'ai rejoint l'équipe de voltige il y a 3 ans et je suis photographe au sein de l'unité. Alors, parce que je vois Patrouille de France. Ah oui, je si, vois, parce que je fais les EQPA, donc on fait Patrouille de France et l'équipe de voltige. Ok. Et bonsoir, moi je suis le capitaine Florent Audon de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace que j'ai rejoint en 2017. Et donc je suis pilote de transport de formation et j'ai intégré l'armée de l'air et de l'espace en 2009. D'accord. Ok. Je vous laisse donner, il vous laisse encore 20 secondes. On est très content d'être ici et puis en avant pour En avant pour les questions. Voilà, donc on vous l'a dit depuis quelques semaines, ils sont là. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors on a préparé un petit déroulé en commençant justement par la présentation. Vous en avez parlé brièvement. On va peut-être revenir un peu plus en détail avec vous sur vos différents parcours. Alexandre, on commence par toi si tu veux bien. Allez, c'est parti. On va suivre l'ordre de la présentation. Alors, tu nous as dit que tu étais chasseur. Est-ce que c'est une vocation qui t'est venue quand tu étais tout petit? Est-ce que tu as volé avant de te dire, ok, ça y est, j'ai découvert le vol et j'ai envie d'en faire mon métier? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est une passion qui remonte à assez loin, on va dire. En tout cas, le fait d'être attiré par ce qui se passe au-dessus. Même avant l'aviation, je pense que j'étais assez passionné de l'espace, d'astronomie. Voilà, à l'époque où on raconte les histoires petit chaperon rouge pour s'endormir, moi il fallait me raconter l'histoire des planètes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était quelque chose qui me fascinait. Sûrement parce que on m'avait offert un bouquin là-dessus et bon, je trouvais ça sûrement une petite tête de gamin complètement ahurissant. Enfin, je sais pas, il devait y avoir des notions d'échelle qui me dépassaient. Enfin bon, bref, voilà. Et donc la passion s'est nourrie au fur et à mesure. Effectivement, on voyait que j'étais quand même assez souvent le nez en l'air et attiré par les avions. Et en fait, comme j'étais assez grand déjà pour mon âge, en gros, on m'avait dit, ah bah non, mais bon, faire pilote, surtout pilote de chasse, tu vas être trop grand parce qu'il y a une histoire d'aptitude. Donc je m'étais plutôt rabattu initialement sur tout ce qui était plutôt ingénierie et ainsi de suite. Et puis justement, dans des meetings, j'ai eu l'occasion de discuter avec des pilotes. C'était à Ferté-Alais, j'étais pilote de la patrouille de France, et qui m'avaient dit, ben non, regarde, il y a quand même des gens qui sont relativement grands et ça passe. Donc ça m'a redonné un peu cette confiance et donc du coup j'ai voulu poursuivre dans cette voie. Donc après j'ai commencé à voler en club à l'âge de 14 ans, 15 ans pour les premiers vols. J'ai passé mon TT, j'ai commencé un peu la voltige à ce moment-là. Et puis après est venu le temps de rentrer dans l'armée de l'air, donc je suis rentré juste après le bac. D'accord. Et puis ensuite j'ai fait le cursus donc, en tant qu'officier sous contrat, donc EOPN. Et en gros au bout de 3 ans, breveté chasse. Du Mirage 2000 à Dijon, de l'Alpha Jet, et puis ensuite j'ai rejoint l'équipe de voltige en 2011 et jusqu'à maintenant. D'accord, voilà. Ok. On parlera un petit peu de vos titres dans l'équipe de voltige, enfin de votre palmarès dans l'équipe de voltige. On va prendre un petit peu à part. Et salut Tintin FR58, bienvenue, installe-toi, prends place. Jean-Baptiste. Le parcours. À la base, moi j'ai des diplômes en audiovisuel dans le civil, donc j'étais pas du tout parti sur l'armée à la base. En fait, j'ai toujours voulu servir et être dans l'armée, mais j'étais peut-être pas assez ouvert d'esprit. Dans ma tête, il y avait vraiment que l'infanterie, donc ça m'aimait pas trop. Voilà, j'étais pas très épais. C'est un métier comme un autre, on voit le moins. C'est ça. Et en fait, l'armée de l'air est la seule armée qui recrute des photographes directement pour photographe. Il n'y a pas besoin de faire une autre spécialité avant. Donc du coup, ça permettait de mettre mon métier et mon envie de servir en même temps. Donc du coup, je me suis engagé là-dessus. Et après, j'ai fait mes classes de sous-officier et puis mes classes de photographe de l'armée de l'air. Et j'ai eu la chance que ça tombe... Rochefort et après à Ivry pour les photographes. Et après, j'ai eu la chance que ça tombe dans mon amphi. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir les EQPA, du coup, je l'ai saisi. Et vous êtes combien à peu près sur une promo? Il y a 10 photographes par an en gros, qui rentrent. Ouais, c'est pas non plus. Non, c'est pas beaucoup. Il y en a moins que de pilotes finalement. Ouais. On est 150 dans l'armée de l'air de photographes. Ouais. D'accord. Donc oui, pas beaucoup. Ouais, ok. Voilà. Donc photo et vidéo, parce qu'on parle de photographie. Oui, c'est ça, on est photographe, mais c'est photo, vidéo, infographie qu'on fait. Ouais. Infographie aussi? Oui. D'accord, ok. Donc expert, Adobe, ce genre de choses? Expert, je sais pas, on l'utilise en tout cas. Ok, ça marche. Florent? Alors moi, comment ça m'est venu? J'ai un papa qui est pilote en aéroclub et qui m'a emmené très jeune à l'aéroclub. J'ai évolué, grandi un petit peu dans ce milieu.
depuis tout petit, c'est quelque chose qui a accroché. Hein. L'aéronautique, ça m'a vraiment plu depuis le départ. Alors peut-être pas la voltige initialement. Au départ, juste le vol à plat suffisait à largement me satisfaire. Et puis, mais je voyais quand même dans cet aéroclub évoluer régulièrement un petit avion de voltige qui était mené par des anciens pilotes de chasse et qui donc m'ont donné envie d'une part de faire de la voltige aérienne et d'autre part de rentrer dans l'armée de l'air pour suivre un cursus de pilote. Voilà, D'accord. donc la voltige, j'ai pu essayer ça, je crois que c'était à l'âge de mes 16 ans environ. J'ai démarré la voltige aérienne en aéroclub. Cap 10. Moi j'ai attaqué sur CR100. Ah oui, d'accord, sur ce, ok. voilà. Et donc je suis allé jusqu'au niveau national biplace que j'ai fait sur Ah Pitts. Et donc je me suis arrêté avec la qualif monoplace avant de rentrer dans l'armée de l'air et de l'espace pour démarrer le cursus d'élève pilote. Donc j'ai mis un petit peu de côté ma petite carrière de voltigeur pour se consacrer à celle de la formation d'élève pilote dans l'armée de l'air qui est quand même assez exigeante en termes de temps et d'énergie. Et donc j'ai repris la voltige que plus tard, à l'issue de 4 années passées en escadron de transport sur Casa 235. Ouais. Donc j'ai repris la voltige en 2017 à l'issue de ma sélection en l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Donc retour à ses premiers amours. Voilà, exactement. Donc c'est intéressant de voir que finalement vous aviez tous les deux une expérience en voltige avant de rejoindre le VA. Oui, alors, en général, Le c'est VAE. Oui, le VAE. C'est effectivement, c'est quand même on va dire, il n'y a pas de prérequis pour ça avant, mais on voit que la plupart des gens, en tout cas, qui se tournent, ou en tout cas qui souhaitent postuler à l'équipe, c'est des gens qui ont déjà une certaine acquaintance avec la discipline. Et voilà, parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, finalement, la voltige aérienne sportive, en tout cas telle qu'elle est pratiquée. C'est un peu finalement une niche, même si on encourage les pilotes à la pratiquer aussi pour le plaisir, et puis ça augmente quand même on va dire, les capacités et la technicité, notamment pour tout ce qui est sécurité. Ouais. Mais c'est vrai que voilà. Après, il y a aussi des pilotes qui ont intégré l'équipe de voltige sans avoir fait de voltige auparavant. Je crois que c'est le cas de François Levotte, qui lui, il me semble que c'était à l'issue du championnat du monde qui était peut-être en 98 ou en 2000 à Muret. Je crois qu'il y avait il y avait assisté et ça lui avait bien plu et il s'était dit tiens, pourquoi pas. Et ouais, non, il y a comme quoi il y a aussi des gens qui viennent chez nous sans avoir pratiqué de voltige. Oui, et puis il a eu un beau palmarès aussi. Oui. Pas mal, hein. D'accord, ok. On va prendre déjà quelques questions dans le chat. J'ai vu, hop, toc, Charna 31 qui pose une question. Alors, est-ce que ça s'affiche ou pas? Hop. Oui, non. Alors, qui dit Charna 31, c'était quoi la question? C'est quoi la mission du photographe? Donc, on en a parlé un petit peu. Rapidement. Il y a plusieurs missions. La plus grosse mission, 70% du travail, c'est la sécurité des vols. En gros, tous les vols que font les pilotes du coup Patrouille de France ou équipe de voltige, c'est filmé. Et c'est un but, ça a deux buts, hein, c'est la sécurité vraiment, s'il se passe quoi que ce soit, au moins on a une preuve, enfin on voit ce qui s'est passé, et on a les audios et tout ce qu'on est relié à la radio. Et de deux, c'est pour les aider à débriefer et améliorer les vols, parce que quand on filme avec la Patrouille de France ou même les pilotes en freestyle, on filme du coup du point de vue du public, donc ils voient ce que le public voit, donc ils s'améliorent, enfin ils ajustent après leur vol. Et quand c'est pour de la compétition avec la voltige, on filme depuis le point de vue des juges, et donc pareil, ils ajustent du coup leur figure, etc. Donc ça, donc c'est un rôle qui est indispensable quelque part pour avoir un retour le plus juste possible. Je crois que ça les aide, ça va. Oui, c'est ça. Et comment vous le sentez, vous, de votre côté, ce travail-là, quand on vous l'expose, vous sentez une plus-value nette et précise par rapport aux candidats peut-être civils quand vous faites des compétitions qui n'ont pas forcément la chance d'avoir ça? Ah ouais, absolument. On va dire que finalement sur une séance qui comprend la voltige et le débriefing, les 2/3 de la séance c'est le débriefing, c'est vraiment ce qu'on va retirer du vol, ce qu'on aura appris en faisant le vol. Il se passe tellement de choses quand on est dans l'avion, on n'a pas le temps de tout analyser, que finalement on arrive à analyser une fois qu'on est au sol, où on regarde la vidéo, on regarde les images, on se rend vraiment compte de la position dans laquelle était l'avion. Moi j'ai fait un vol cet après-midi où Popov me contrôlait.
Typiquement, ce que je voyais dans l'avion, c'était pas exactement ce qui se voyait du sol. Donc déjà, la plus-value, elle est là. Ouais. Et ensuite, l'autre plus-value, c'est aussi que tous les commentaires que va faire le point central, donc qui sera à l'emplacement des juges ou du public, est enregistré donc sur la vidéo. Et nous, ça nous permet de pouvoir le réécouter après, sans tout le travail qu'on est en train de faire dans l'avion, sans le bruit ambiant. Donc vraiment à tête reposée, on peut revenir dessus. Donc un débriefing vidéo, si on le fait bien, il dure bien 1,5 fois le temps du vol. La durée du vol, d'accord. Ouais, donc il y a le vol et il y a Et il y a le débriefing. le débriefing en salle. Salut Matt Pilot, bienvenue sur la zone aéro. Il y a déjà des questions qui arrivent. Une question de Tintin FR58 qui pose cette question. Est-ce que être astigmate est défavorable pour être pilote de transport? Alors là, c'est une bonne question. Moi, je suis pas médecin, malheureusement. Je sais que depuis relativement récemment, il y a des aptitudes un peu plus particulières qui existent. Voilà, on suivait, par exemple, il y a pas très longtemps, un petit jeune en meeting qu'on suivait depuis 2017. C'était au moment où moi je suis rentré. Il était encore assez jeune. Il est rentré dans l'armée de l'air et de l'espace il y a 3 ans plus tard. Et en fait, on lui a décelé un problème sur la colonne vertébrale qui normalement était rédhibitoire. Il s'est battu en fait pour avoir une dérogation et une aptitude où il pouvait faire seulement pilote de transport. Il a réussi à l'avoir. D'accord. Donc c'est bien la preuve que voilà, ce genre de choses peut arriver. En tout cas, il faut se battre. Tenter, quoi. Il faut le tenter. Et voilà, il n'y a pas vraiment de règle, je pense. Il faut essayer. Ouais. En ce qui concerne la vue, en fait, les textes ont changé jusqu'à très récemment. Alors, jusqu'il y a un peu plus d'1 an, effectivement, tout ce qui était myopie, astigmatie. En gros, il n'y avait pas de différence entre chasse, transport, qu'il peut y avoir finalement dans le milieu civil, parce qu'on sait qu'il y a des pilotes de ligne, on peut porter des lunettes. Ouais. Là, en l'occurrence, sur la visite d'admission, il ne faisait pas de distinguo, c'était vraiment une visite d'admission classique. Ouais. Et les textes ont changé, et maintenant, je sais que, parce que j'ai un cousin qui est dans ce cas, qui a pu, maintenant il tolère en fait les opérations, c'est-à-dire qu'en gros, si ça a été opéré et que derrière on recouvre les facultés totales, eh bien c'est plus éliminatoire. Voilà. Ouais. Et donc lui, je sais qu'il a pu postuler, et même au niveau du CMPN, ça peut passer. Donc après, je ne sais pas si dans le cadre de quelqu'un qui a astigmate, ça marche ou pas. Après, il faut se renseigner auprès des centres d'expertise du personnel navigant, mais les textes ont changé, et maintenant, en gros, on peut se faire opérer, et en termes d'aptitude, ça n'enlève plus. Donc l'idéal, de toute façon, effectivement, C'est de se tourner vers les renseignez-vous professionnels, peut-être, ouais. voilà, Ouais. ne serait-ce que déjà auprès d'un médecin aéro qui pourra déjà peut-être vous donner un premier avis et de voir ce qu'il est possible de faire ou pas, et après effectivement les CEMPN. Ouais. Parce qu'ils voilà. ont vraiment les dernières infos, et même je pense aller voir directement les CMPN, parce qu'ils ont vraiment les textes en vigueur. Voilà. Et de toute façon, vous pouvez le trouver sur Internet. Vous allez sur Google, vous tapez CEMPN et vous trouverez forcément les coordonnées. J'avais lu un truc aussi de Tcherna31 qui disait « Future patrouille de France », peut-être pour l'un d'entre vous. Est-ce que ça s'est déjà produit d'ailleurs dans l'histoire de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, que quelqu'un fasse les EVA pour ensuite passer à la PAF? Il y a déjà eu, oui, alors après dans un sens ou dans un autre, mais même il y a eu un ancien directeur des équipes, c'était Jean-Marc Girbe, qui a été à la fois pilote à l'équipe de voltige et à la patrouille de France. On a eu aussi des pilotes de la patrouille de France ensuite qui sont passés à l'équipe de voltige, certains ont été chefs également, donc il y en a eu quelques-uns, donc il peut y avoir des changements, mais après chaque unité a ses propres process de recrutement, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. D'accord. Et vous personnellement, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresserait? Alors moi personnellement, je suis pilote de transport, Ouais, donc ça va être compliqué. Ouais. Oui, parce que c'est que les chasseurs. Ah oui, il faut être chasseur, chef de patrouille et avoir 1500 heures de vol, je crois. Ouais. Donc pour moi, c'est râpé. Ouais. Et moi, je suis plutôt en fin de carrière, donc je termine normalement l'année prochaine, donc ça va être un peu short. La quille. Voilà. Ok, ça marche. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ah oui, tiens, il y a une question de Fred, que vous devez connaître. Fred, qui est un fidèle de l'émission, qui est aussi directeur des vols pour l'association Un avion, un enfant, un rêve, c'est ça,
Fred, hein, corrige-moi si je dis des bêtises. Fred du terrage. Ah oui. Voilà, Fred du 71, il est là. Ouais. Combien de temps mettez-vous pour mentaliser un programme, qu'il soit connu ou inconnu? Bonne question. Ah, c'est très variable en fait, on va dire que on peut passer. En gros, ce programme, on va partir d'un programme inconnu, généralement qui est publié 48 heures à l'avance, à peu près, entre 24 et 48 heures à l'avance en fonction de la compétition. En fait, l'apprentissage du programme en lui-même va être plutôt rapide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un petit peu d'expérience, on a l'habitude d'apprendre des programmes, c'est comme une poésie, c'est-à-dire qu'on va apprendre chaque mot, voilà, donc ça, on va apprendre les figures, c'est pareil. Après, ce qui peut prendre du temps, c'est tout ce qu'on va venir greffer dessus, c'est-à-dire y rajouter toutes les petites choses qui vont faire la différence, c'est-à-dire les petits, on peut dire les tricks, quoi, c'est-à-dire voilà, les petites triches qu'on va devoir apporter sur certaines figures, le placement, éventuellement anticiper la météo qu'on va avoir. Par exemple, si on est à 24 heures du programme, on peut déjà avoir une idée du vent. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va venir greffer sur le programme, qui peuvent changer en cours de... Oui. Parce qu'en fonction de l'évolution de la météo, de l'axe sur lequel on va présenter. Et donc, ce qui fait que finalement, à partir du moment où on connaît le programme, jusqu'au moment où on va le voler, on va toujours un petit peu updater les infos, ce qui fait que finalement, on va le travailler un peu de manière continue jusqu'au moment où on va le voler, quoi. Voilà. Donc peut-être apprendre la trame du programme, ça va prendre 5-10 minutes, 15 minutes, allez, je vais dire peut-être au départ une demi-heure ou 45 minutes pour un pilote un peu moins expérimenté. Mais par contre, derrière, on peut passer 1 heure, 2 heures à peaufiner, vraiment, enfin voilà, tout va dépendre aussi de la difficulté, du niveau de fatigue. Donc, Ouais. voilà, c'est une Le réponse de main Normand, aussi mais qui rentre en ligne de compte. mais voilà, c'est en fait jusqu'au dernier moment, on va adapter. Ok. Voilà. Et je veux dire, c'est comme tout, c'est en répétant que on apprend justement à mieux mémoriser les figures. Vous faites ça régulièrement, enfin je veux dire c'est quotidien. D'ailleurs ça rejoint une question de Jordan qui dit votre cahier des charges est 100% axé sur la voltige. Vous avez aussi d'autres missions en dehors de... Alors oui, on fait principalement que de la voltige, mais la voltige c'est assez varié finalement. Il y a effectivement la voltige de compétition qui nous occupe 90% des vols, on va dire. Et après, au-delà de la voltige de compétition, il faut qu'on sache maîtriser la voltige freestyle, la voltige de meeting. Ouais. Donc ça, c'est aussi une voltige qui est particulière, qui se vole en musique, qui se vole en fumigène. Donc ça s'improvise pas, il faut s'entraîner dessus. Ça prend aussi du temps. Et c'est quand même assez différent de la voltige de compétition. L'un n'est pas vraiment comparable avec l'autre. Si on s'entraîne pour l'un, on ne peut pas dire qu'on s'entraîne pour l'autre. D'accord. Il y a ça, et jusqu'à encore récemment, on faisait aussi de la voltige à 3 avions. Voilà, à l'issue de l'armée de la patrouille Cartouche Dorée, l'armée de l'air nous avait demandé de reprendre fidèle un à petit Fred. peu, voilà, Fidèle fidèle à à Fred. Fred, le fanat de l'Epsilon. L'armée de l'air nous avait demandé de reprendre un petit peu ce qui se faisait avec les Dorés, avec nos 3 avions. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait à l'équipe, donc il a fallu éplucher, décortiquer et s'entraîner, qui nous a bien occupés. Mais finalement le résultat était quand même au rendez-vous puisqu'on nous en demande encore aujourd'hui. Ouais. Donc c'était pas pour rien. Donc voilà, notre mission elle est assez large en termes de spectre et de vol. Et après au-delà de ça, on est une petite équipe, on est 17 je crois. On est 4 pilotes, 7 mécaniciens, 2 photographes et un agent d'opération. Et cette petite équipe, il faut qu'elle tourne avec toutes nous on appelle ça les tâches annexes, tout ce qu'il y a à côté. Donc Popov, lui, il fait toute la partie commandement, puisque c'est le commandant de l'unité. On a Victor qui, lui, s'occupe de toute la partie planification des meetings, puisque les meetings, c'est pareil. Il faut prévoir de quelle façon on y va, à quelle heure on arrive, tout ce qui est logistique. La logistique, ouais. Voilà. Bryce, lui, s'occupe de toute la partie tradition, de toute la partie patch, de toute la partie relation avec nos anciens. Voilà, là aussi, il y a pas mal de ce côté-là. Et moi, je m'occupe un petit peu plus de la partie opération, la partie, on va dire, planification de l'activité sur la base aérienne de Salon. D'accord, ok. Donc ça fait partie aussi des missions, des tâches qu'on a à faire à côté des vols. Oui, donc oui, ça occupe une bonne partie du temps. En plus, une petite équipe, quelque part, c'est aussi un avantage, parce que tout le monde se connaît, et des fois, ça peut casser aussi certaines barrières, donc d'être plus efficace. Oui, je pense, c'est vrai que le fonctionnement de l'équipe fait qu'on est déjà, on vit tous sous le même toit. Habituellement, on va dire que dans les unités un petit peu plus grandes,
On peut avoir ce qu'on appelle les ops et la mécanique d'un côté et de l'autre, parce que tout le monde ne veut pas être dans le même bâtiment, même si après les gens, on va dire, se côtoient. Nous, ça ressemble plus finalement à une équipe un peu type sport mécanique, Formule 1, c'est-à-dire qu'on a des échanges en permanence et c'est pas mal parce que ça permet effectivement d'avoir une bonne ambiance entre nous, enfin en tout cas je l'espère, et puis ça je pense, ça permet de gagner en efficacité, mais aussi parce que on est aussi une petite équipe et le but on fait de l'aviation légère et nous quand on se déploie sur un terrain, il faut que ça reste facile pour nous et il faut que ça soit aussi facile pour les organisateurs, parce que finalement souvent les organisateurs vont demander l'équipe voltige armée de l'air et de l'espace. Pourquoi ? Parce que ça leur permet d'avoir une présence armée de l'air et de l'espace, mais sans pour autant avoir toute une armada qui va débarquer sur le terrain, et notamment des fois pour les petits organisateurs, enfin des petites manifestations, ou sur un petit terrain, c'est toujours plus simple de venir avec un avion léger. Donc pour nous, il faut que ça reste simple, il faut que ça soit, on va dire, pragmatique et efficace, et ça jusqu'au bout pour l'organisateur des meetings. Donc c'est vrai que le fait d'être une petite équipe, généralement, ça permet déjà de bien se connaître, de voir quand il y a quelque chose qui ne va pas, donc de rapidement en discuter. Et puis, ça fait famille, quoi. C'est aussi, je pense, c'est ce qui est appréciable en fait. En tout cas, c'est pas une usine. Les soirées, les sorties. Oula. On va pas tout dévoiler. Une petite question pour Jean-Baptiste. Quelle étude faut-il faire pour être photographe dans l'armée? Il n'y a pas forcément besoin d'études. Photographe dans l'armée de l'air, c'est militaire du rang ou sous-officier. Donc sous-officier, militaire du rang, c'est sans le bac, donc en soi on peut arriver. Et l'armée va nous former, et même sous-officier, on peut avoir un bac, juste un bac S ou un bac L. Enfin moi j'ai un bac L par exemple, juste un bac, et on rentre. Et de toute façon on fait les 4 mois à Ivry-sur-Seine. Là, à l'école des métiers de l'image, là on reprend toutes les bases de la photographie. Donc on reprend vraiment les bases, comment utiliser un appareil photo, etc. Pareil pour l'infographie et pareil pour la vidéo. Donc en fait, on apprend tout le métier en entier, plus les spécificités de l'armée en plus. Donc, en 4 mois en 4 mois, on reprend toutes les bases. Donc, mais après, c'est assez intense, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, on va sur le terrain. C'est 4 mois pour faire tout ça. C'est tous les jours sur le terrain à faire, sinon c'est en pratiquant qu'on apprend quand même le mieux et le plus vite. Et après, de toute façon, quand on arrive en unité, on a toujours une partie un peu de parrainage. Donc on peaufine un peu tout ça. Ouais. C'est une sorte il y a un tuteur qui nous prend sous son aile et nous explique un peu, là, peut-être plus faire comme ça ou comme ça. C'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Fred qui pose une question. Quelle est la figure de voltige la plus compliquée à réaliser vous concernant? Bonne question. Bonne question, oui, il a toujours des bonnes questions. Ouais. C'est pour ça qu'on l'aime bien dans le chat, parce que... Moi, ça va être une réponse de Normand encore, mais bon, non, je suis pas Normand, mais... c'est une question qu'on nous pose, mais c'est déjà ce que disait Flo, c'est qu'il y a déjà plusieurs types de voltige freestyle, voltige aresti. Donc la voltige freestyle, ce qui va être compliqué, ça va être des fois quand on va vouloir amener l'avion, notamment dans certaines phases, dans des basses vitesses, et notamment pouvoir l'arrêter des fois sous des angles un peu inhabituels et essayer de le maintenir, parce que forcément lui l'avion à basse vitesse, il veut qu'une chose, c'est décrocher, et donc c'est d'être suffisamment fin pour pouvoir sentir et justement faire en sorte qu'il ne décroche pas. Voilà, ça c'est dans un sens. Et après sur la partie compétition aresti, en fait souvent c'est plutôt un ensemble de figures, parce que après techniquement à un moment on sait à peu près toutes les faire, mais on va dire que c'est dès lors qu'on va se retrouver sur des phases verticales et qu'il va falloir enchaîner des rotations, notamment des déclenchés ou ainsi de suite, parce qu'on va perdre une partie des références visuelles, c'est-à-dire en termes d'orientation. Finalement on a juste le bout d'aile pour se repérer, et donc aussi en fonction de l'environnement dans lequel on va être, parce que des fois la même figure, si elle est faite dans un environnement qu'on connaît à salon ou dans un environnement qui est complètement nouveau avec peu de repères, elle va pas du tout avoir la même saveur. Et donc quand il faut faire tourner l'avion sur 360 degrés et juste finalement l'arrêter à l'endroit où il est parti sans trop de repères, c'est là, voilà. Donc c'est là où on a un peu à la fois de la technicité, de la mémoire musculaire, du timing. Donc on va dire que c'est en tout cas les figures qui peuvent paraître le plus difficile, en tout cas pour je pense pour un compétiteur. D'accord. Voilà, peut-être que Florent a un avis différent, mais... Non, c'est ça. Moi, effectivement, pour la partie freestyle,
comment dire, nous on travaille pas mal avec la température et l'attitude densité qui vont avoir une réelle influence sur nos performances avion. On l'a d'ailleurs tous ressenti ce week-end. Ça va plaire à Nicolas, ça, parce qu'il en parle souvent. Il a raison. Effectivement, ce week-end, on a senti la différence avec l'atmosphère qui s'est quand même un petit peu rafraîchie. Oui. On a tous trouvé que les avions, bizarrement, volaient beaucoup mieux qu'il y a 15 jours. Donc voilà, déjà ça fait partie de... peu importe la figure, quand il fait plus frais et plus chaud, tout de suite ça rajoute quand même une difficulté supplémentaire parce que surtout en freestyle, l'avion accroche moins que quand il fait frais. Et donc ça se ressent effectivement encore plus à basse vitesse. Oui, d'accord. Ok, donc il y a beaucoup de ressentis en fait, hein. C'est ça qu'on peut dire, hein. Il y a cette connaissance-là, cette mémoire musculaire qui est... Oui, c'est ça, c'est comme dit Flo, hein, il faut aussi voir voler dans différentes conditions, savoir comment, enfin, se souvenir de comment l'avion va réagir à peu près dans ces conditions de vol-là. On parlait effectivement de la petite densité, et puis après rapidement arriver à se reconnecter avec, on va dire, pas dire un modèle de vol connu, mais dire tiens là je suis plutôt sur... Moi souvent je compare ça, c'est souvent ça parle bien aux gens, c'est au ski. Ouais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui je suis sur la piste qui vient juste d'être damée, j'ai mes cars qui sont affûtés et là je vais pouvoir envoyer de la courbe et ça va tenir, ça va accrocher, ou est-ce que en fait je suis sur de la neige de printemps ou en gros ou des cars où les skis pas fartés et en gros à chaque virage ça va déraper. Ça on le sent rapidement, même si on n'est pas un grand skieur, on sent plutôt sur quel type de neige on est. Nous avec l'habitude, on sent à peu près dans quelle masse d'air on est en train d'évoluer et on sait après il y a je pense des automatismes qui se mettent en place sur comment on va conduire l'avion pendant la séance. Ouais, il faut dire aussi que vous avez des avions attitrés ou c'est le même avion qui est réglé pareil, il y a des choses qui changent ou comment ça se passe? Alors nous actuellement on a 2 monoplaces, les avions on va dire sont à la fois similaires mais suffisamment différents pour que ça soit notable pour les pilotes. Donc on va dire que pour tout ce qui est meeting, généralement on prend les avions en fonction des potentiels et ainsi de suite. Par contre pour la compétition on va avoir plutôt des avions préférentiels. D'accord. Voilà. Après les réglages ça reste très limité, c'est-à-dire que comme ce sont des avions certifiés on ne peut pas tout bricoler dessus. On peut, on va dire, rajouter des petits artifices qui vont plus ou moins jouer sur le neutre ou les sensations qu'on peut avoir en manche. Et puis ça se limite à ça. Donc après, il va falloir que chaque pilote trouve l'avion qui lui parle le mieux et puis qu'il essaye d'en tirer le meilleur possible. D'accord, très bien. Jordan qui pose encore une question sur le métier de photographe. Est-ce que le métier de photographe de l'armée de l'air et de l'espace est un métier essentiellement au sol ou est-ce que vous faites aussi des photos et des vidéos en vol? Alors oui, c'est essentiellement au sol, parce que du coup, comme je l'ai dit, 70% c'est l'ASV, mais il nous arrive d'aller en vol, de faire des vols photos. Et voilà, des fois on planifie des vols photos pour être en avant les aéronefs. On en a fait il y a 1 an avec, c'était quoi, au-dessus des dentelles de Montmirail, on avait été. Ouais. Et voilà, oui, après c'est des vols qui se planifient avec les pilotes, on définit quelques figures qu'on veut prendre, et puis on part en vol pour ça. Ouais. Mais on passe plus de temps en sol. Ouais. Voilà. Donc Jordan, tu as la réponse à ta question. Matt Pilote, bonsoir à tous, j'ai 18 ans, j'ai passé le PPL et je pratique aussi du planeur. Bravo. Très bien, très bonne école. Depuis toujours, j'ai voulu faire de la voltige et cette année, j'ai donc déménagé à Toulouse pour aller à MPV et les études. Auriez-vous des conseils pour bien débuter et financer les vols? Merci. Bonne question. Alors, peut-être qu'on peut se baser sur votre expérience de voltigeur en compétition qui ont côtoyé des gens dans le civil qui sont plus à même peut-être de répondre à ces questions-là. Vous avez des exemples qui vous reviennent en tête ou... Moi, je dirais que en fonction, alors déjà, c'est savoir, peut-être déjà lui, savoir ce qu'il veut faire dans la voltige. Si effectivement, c'est juste pratiquer en loisir ou a priori commencer la compétition. Je ne sais pas si je peux tout dire sur la question. Matt, tu peux nous répondre en temps réel si tu veux. Mais peut-être déjà dans un premier temps définir son souhait, parce qu'il y a les études à côté, voir aussi quelles sont les priorités et ainsi de suite. Donc si c'est de la voltige, on va dire plus tard, ce serait pour faire la compétition. Très bien, bravo. Eh bien, déjà effectivement se tourner vers une structure, mais c'est déjà le cas. MPV est une structure, on va dire, très connue dans le milieu, donc avec des bons instructeurs. Midi-Pyrénées Voltige, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que MPV. Qui forment beaucoup de pilotes et on les connaît très bien, donc déjà ça sera entre de bonnes mains. Ensuite, je souhaiterais entrer dans l'armée de l'air tout. Ah bah voilà.
très bien. Souvent, ce qu'on dit, c'est que la voltige, qui est pas mal, c'est de marcher par stage. C'est-à-dire que si on fait juste un vol une fois de temps en temps, comme ça, à part faire un peu de la mise en garde et on va dire tourner quelques figures, c'est très bien. Après, si effectivement on a pour objectif d'avoir une progression et notamment une accession en compétition, il y a un moment, il vaut mieux essayer de regrouper des périodes de vol sur une semaine, de faire un stage. En plus, souvent, c'est comme ça que marchent des clubs, c'est-à-dire qu'ils font des stages sur des week-ends, ainsi de suite. Comme ça permet de faire plusieurs vols d'affilée, souvent des fois même 2 par jour, sur plusieurs jours, et c'est là où en fait on va faire à la fois de la quantité et de la qualité, quoi. Et ça va permettre en fait le fait d'avoir une certaine redondance dans les vols, de pouvoir bosser les figures et de pouvoir progresser. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, pareil, quand on part en vol, mais ça, si on est déjà dans une équipe, c'est d'avoir, je pense, une bonne idée de ce qu'on va faire avant, un bon briefing, et de préparer en amont au sol. Surtout quand on est civil, une heure de Cap 10, c'est pas gratuit, ça coûte un certain prix, donc il faut rentabiliser sa séance. Et donc pour ça, Florent parlait effectivement du débriefing, mais aussi le briefing, c'est important, c'est-à-dire que à partir du moment où on a déjà accumulé un petit peu d'expérience, préparer son vol, faire ce qu'on appelle soit du chair flying, c'est-à-dire imaginer sa séance ou le mimer ou ainsi de suite, déjà ça va se permettre de bien se conditionner pour aller voler, donc on va être un peu plus réceptif dans l'avion, et donc forcément plus on est réceptif, plus on emmagasine, c'est un cercle vertueux. Ouais. Voilà, en gros, moi je dirais que c'est pour quelqu'un qui ne peut pas avoir d'accès en permanence, enfin en tout cas à un avion, parce que pour X raison il est étudiant, ou c'est d'essayer de rentabiliser au maximum toutes les périodes où on n'est pas en vol, pour essayer de travailler malgré tout, de préparer au mieux vol pour que les 20 minutes qu'on va passer dans l'avion, elles soient le plus efficaces possible, quoi. Parce que c'est sûr que si on monte, qu'on n'est pas dedans, qu'on n'a rien préparé, en fait, on va passer 10 minutes à pas comprendre ce qui se passe, éventuellement, voilà, et puis si on débriefe pas trop à côté, en fait on a fait 20 minutes et ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc, et finalement c'est un peu comme dans tout en aéro, je crois, il faut pratiquer. Ouais, puis une bonne préparation avant, et généralement ça permet de compétition. Voilà. Est-ce que la simulation pourrait être une bonne alternative pour s'entraîner, à votre avis, ou pas? Parce qu'on a eu l'association Boujag, peut-être avec Tao, que vous connaissez sûrement, qui est un membre actif de ça, et donc ils organisent les championnats. Est-ce que justement ce type d'outil pourrait être intéressant pour préparer des compétitions de voltige ou pas? On va dire que peut-être pour la partie repérage de box, si on a une cartographie qui est pas mal, ça pourrait effectivement être intéressant d'évoluer en amont dans le box de la compétition. Après, pour la partie vraiment ressenti, sensation, comme disait Popov tout à l'heure, c'est un sport de glisse, c'est un sport où il faut ressentir les choses. En simulateur, malheureusement, c'est assez limité. L'intérêt principal du simulateur, en tout cas tel que nous on l'utilisait dans l'armée de l'air, et moi en tout cas dans le transport, c'était de répéter des procédures, de simuler des situations de panne qu'on pourrait rarement avoir en vol, sauf vraiment dans des cas vraiment très particuliers. Et donc ça sert à s'entraîner, à appuyer sur les bons boutons au bon moment, d'envoyer les bonnes procédures au bon moment. Voilà. L'intérêt, à mon avis, du simulateur, il est vraiment là. Nous, pour la voltige, hormis peut-être cette fameuse reconnaissance de box, pas d'intérêt particulier plus que ça. Je dirais que oui, alors maintenant avec peut-être l'avènement du casque VR, c'est vrai que ça permettrait potentiellement de travailler un peu le circuit visuel, parce que ça c'est quelque chose pareil en voltige qui peut pêcher, c'est-à-dire savoir regarder au bon endroit au bon moment. Mais après, dès lors qu'on est vraiment sur du pilotage, la voltige finalement c'est que du pilotage pur, et donc du coup il faut ressentir l'avion. Donc je pense que ça permettrait de dégrossir certaines figures, certaines choses, peut-être l'environnement aussi, comme dit Flo, c'est-à-dire que si la cartographie est bien, ça permet effectivement de travailler un circuit visuel, de dire tiens quels sont les repères, tiens le box, et ainsi de suite. Après quand on commence, je pense, à arriver à un certain niveau, il va manquer ce qu'on ressent, quoi, c'est-à-dire qu'il faut du facteur de charge, il faut un retour dans le manche, parce que c'est ça qui permet d'ajuster réellement les efforts sur les commandes. Alors on parle de box, j'en profite pour rappeler, donc le box c'est aussi cette boîte virtuelle dans laquelle vous évoluez et vous ne devez pas sortir. Exactement. C'est ça, c'est un truc limité. On la voit pas cette boîte-là, mais elle existe. Oui. Donc voilà, c'est juste là-dedans. D'autres petites questions, est-ce que le BIA peut donner un avantage pour entrer dans l'armée de l'air et de l'espace?
Ah ouais, carrément. Carrément. Ah oui. Donc vous encouragez le BIA. Absolument. Parfait. Absolument. Enfin, on encourage même, je pense que Popov dira pas le contraire, toutes les activités aériennes avant d'entrer dans l'armée, ça ne peut être que bien vu. Déjà, c'est une preuve de motivation, Voilà. ça fait voir que le candidat n'est pas là par hasard. Et ensuite, ça permet de donner une première approche du milieu aérien. Et franchement, il y a zéro inconvénient à faire ça, quoi, bien au contraire. Pas de mauvais réflexes à avoir ou ce genre de choses-là. Et commencer de piloter, oui? Vous êtes plutôt pour? Bah ouais, pareil. Alors je sais que moi, à une époque, c'est ce qu'on m'avait dit, en tout cas, qu'il fallait pas trop piloter parce qu'on pouvait acquérir des mauvaises habitudes. Bon, c'est vrai et pas vrai à la fois, puisque après la formation dans l'armée de l'air, elle est reprise de zéro, hein, on repart vraiment du début. Donc après, il suffit de rentrer dans le moule. Mais ça, finalement, qu'on ait déjà fait 300 heures de vol ou 0 heure de vol, il faudra rentrer dans le moule, quoi qu'il arrive. Donc non, moi je pense que quoi qu'il arrive, il faut voler. Et au plus on vole, au mieux c'est. D'accord, ok. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Baptiste Laurent qui a follow la chaîne tout à l'heure, pendant qu'on était en train de parler, et Malo Kuchler qui vient aussi de suivre la chaîne. Soyez les bienvenus. Alors Freefly qui nous dit: j'ai pas pu continuer mon cursus voltige car malade à chaque vol. Vous étiez malade vous au départ? Au début, hein, je ne viens pas maintenant, parce que maintenant on parlera des championnats juste après. Donc on espère que non, mais au début, dans vos premiers vols de voltige. Non. Non? Tout a été bien nickel. Pas de Ouais, voile bleu. Non, mais j'ai. Non. Après, ça m'est bizarrement, des fois, ça m'est arrivé de presque arriver à me rendre malade tout seul, mais pour d'autres raisons. Non, mais bon, des fois un peu trop. Mais, En avion. Ouais. On est un peu fort des fois sur certaines figures, mais non, mais après, je pense qu'effectivement, ça dépend. Ça, c'est l'oreille interne. Donc, je sais pas à quelle fréquence vole notre internaute, Freeflight. Mais voilà, c'est sûr qu'encore une fois, si c'est un vol une fois de temps en temps, c'est sûr que des fois, il vaut mieux arriver peut-être à franchir le cap et se dire, bah tiens, je vais essayer de faire plusieurs vols d'affilée. Souvent, on le voyait nous en promo, quand on était en sélection en vol là, dans l'armée de l'air. Au début, il y avait des gens qui étaient un peu malades sur les premiers vols, donc c'est sûr que c'était pas terrible. Et puis d'un seul coup, tac, ça passe. Je sais qu'il y en a qui mettaient un petit patch, là, ça permettait aussi de passer. Mais souvent, c'est parce que l'oreille interne, après, elle va s'habituer. Ouais. Donc, c'est sûr, il faut arriver si le vol se passe mal, à remettre le pied à l'étrier rapidement. Mais voilà, moi, j'avais réussi comme ça, même un contrôleur, je me souviens, en 2 jours, c'était sur AlphaJet. Premier vol, je l'emmène, quelqu'un que je connaissais bien, il passe un vol horrible, mais vraiment, c'était très difficile. Et puis, bon, le lendemain, il a réussi à refaire un vol et c'est passé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais c'est sûr qu'il y a un moment, il faut que le corps s'habitue. Voilà. Il y a une accoutumance. Oui, je pense. Et il disait, donc je volais régulièrement. Bon, après, qu'est-ce que c'est que régulièrement? C'est aussi la vraie question. Fred, encore une bonne question. Quel est votre programme d'entraînement journalier? Donc je suppose qu'il veut dire, allez, votre journée type, surtout en plus, moi je l'avais marqué dans les questions. Quelle est votre journée type quand vous arrivez? Vous levez le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bon, vas-y. Eh bien déjà, on Jean-Baptiste aussi. arrive. C'est une question, voilà. On arrive le matin, on se rejoint tous à 8h moins 10, pétante, au café à l'équipe de voltige. Voilà, en général, on y passe un quart d'heure, histoire de dire bonjour à tout le monde, de faire un petit peu de cohésion tous ensemble, de se raconter ce qu'on a à se raconter, puis de prévoir un petit peu la journée. Et ensuite, on va dire que pour une journée de vol standard, ce qui va se passer, c'est qu'on va voler un tour le matin, un tour l'après-midi. Alors, les photographes parleront un petit peu de leur organisation. Nous, en tout cas, ce qui se passe, c'est que les ordres sont prévus la veille. On a un grand tableau sur lequel on prévoit qui vole, à quelle heure et sur quel avion. Et puis, très vite, en général, le premier tour est à 9h. Et donc, c'est parti. Donc, il y a un premier pilote qui se jette dans le box. Et pendant qu'un autre va au point central avec un photographe caméraman pour filmer le vol du pilote. Les 4 pilotes volent dans la matinée, donc les 4 pilotes tournent au point central également. Et puis une fois que les pilotes ont fini de voler, en général on récupère sur une petite carte SD le vol qui a été filmé par Jean-Baptiste.
et débriefe le vol. Et une fois que le vol est débriefé, eh bien, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, les tâches annexes, donc tout ce qui va à côté, tout ce qu'il y a à préparer pour le déroulement de l'activité. L'après-midi, en général, il se passe la même chose. Et puis, par-dessus tout ça, il y a des séances de sport qui sont aussi prévues pour garder la forme. Organisé entre vous, ou il y a un coach qui vous prend sous son aile et qui vous dit allez, aujourd'hui c'est 200 pompes? On a une petite salle et puis, voilà. et puis chacun se gère. Chacun fait. D'accord. En fait, comme on est 4, mine de rien, si on bloque l'activité et où on fait que du sport, pour nous ça génère d'autres problèmes. Donc chacun se gère, et puis comme on n'a pas tous le même rythme ni les mêmes besoins en termes de sport, finalement c'est mieux comme ça. Ça se passe bien. Et puis finalement la journée passe très vite comme ça. Ouais. Oui, parce que finalement, quand il y en a un qui vole, s'il y en a un qui est au point central, ça occupe 2 personnes. Ouais. Souvent, on peut avoir un point central qui va coacher plusieurs vols, 2 vols. Voilà. Donc finalement, des fois, les journées elles passent vite. Et après, on a aussi des rythmes stages, c'est-à-dire que là, c'est on va dire une journée un peu classique. En fait, il y a des phases où on va intensifier, on va dire, donc là on parlait de 2 vols, mais ça c'est plus, on va dire, sur du quotidien, donc des fois ça peut être un vol, des fois c'est pas de vol, et après on a des semaines où vraiment pendant 5 jours, on va faire 2 vols par jour, mais là pour le coup c'est vraiment de manière stricte, et on va avoir un entraîneur qui est au sol, donc entraîneur soit dans le cadre de l'équipe de France de voltige, donc là on sort du cadre complètement militaire, on est aussi avec la Fédération Française Aéronautique, l'équipe de France. Et sinon, on a aussi le même système à Salon. Et là, en fait, là c'est pas mal parce que du coup, on peut vraiment s'adonner complètement. En fait, on dort voltige pendant une semaine. Et justement, on essaye un peu de limiter les tâches annexes pendant ces phases-là pour vraiment se consacrer complètement à la préparation. Et voilà, donc ça fait des semaines assez denses. Et après, autour de ces semaines, là, généralement, on adapte le rythme un petit peu en fonction de la fatigue qui pourrait être accumulée entre les stages, et ainsi de suite. D'accord, ok. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et alors, du côté des photographes, comment ça se passe? Une journée type, ça commence comme a dit le capitaine Odon, le moment cohésion avec l'équipe qui est important, parce qu'on n'est que 2 photographes, donc il faut quand même rester en contact avec tout le monde, avec les mécaniciens, etc. Après, nous on regarde le tableau des vols, puis on suit, souvent on fait chacun une demi-journée. Moi, par exemple, si je fais le matin, je sais que du coup je suis voué qu'à ça, et mon collègue fera toute la partie communication, qui c'est nous qui faisons les photos, vidéos pour les réseaux sociaux. Et donc on est parti tout le matin, aller au point central, on revient, on donne la carte S de pilote et puis on repart 4 fois. Et l'après-midi, on archive tout ça, puis l'après-midi on est plutôt sur la communication, si on a un montage à faire, si on doit refaire des photos des mécaniciens, de la piste, quoi qu'il en soit. Et puis voilà, puis après le soir on remet notre matos en condition pour le lendemain, puis on est reparti. Voilà. Ok. Donc ça fait des bonnes journées tout ça. Ça fait une bonne journée, mais encore une fois, c'est un rythme qui est très, très adaptable en fonction de la période de l'année, de la saison. Là, tu vois, on arrive en fin d'année, les échéances sportives sont passées, les meetings, c'est en train tout doucement de se terminer. Maintenant, tu vois, on arrive dans une période où il va y avoir aussi de la maintenance à faire sur les avions. Donc nous, on aura quelques vacances à prendre. Là, le rythme des vols va vraiment tomber drastiquement. D'accord. Pour qu'aussi nos propres intégrités physiques puissent se remettre de la saison qu'on a passée. Combien vous avez fait de meetings à peu près cette année? Je crois qu'il y a 30-35 dates, j'ai pas vu exactement. Je pense qu'avec les défilés, on sera sur une quarantaine. Oui, évidemment, il y a les défilés aussi où vous faites de la représentation. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme autre question avant de parler justement des derniers championnats en Pologne, parce que c'est aussi important d'en parler. Freefly qui disait: je volais régulièrement, passé apparemment à cause de mon ministre des Finances. Ça veut tout dire. On est avec toi, Freefly 30. Merci à vous 3 pour le partage de votre quotidien, Fred. Ok. Alors parlons justement de ces championnats où la France, et vous en particulier, avez brillé. Champion du monde, vice-champion du monde, et Louis Vanel, 3e. Oui. Déjà, on peut dire un bravo dans le chat, s'il vous plaît. Comment vous avez préparé, comment vous avez vécu ces championnats? Parce que c'est vrai qu'on en a parlé un peu avant. Il y avait Benny aussi qui était venu et qui nous avait dit il y a ça qui est en train de se préparer. Il nous avait dit aussi que c'était assez intense en termes de préparation de votre côté. Comment vous l'avez vécu?
Alors nous, on a une saison un petit peu particulière parce que on a eu un peu de maintenance sur nos avions qui s'est un peu prolongé. Donc un début d'entraînement un petit peu plus tardif que d'habitude. Mais au final, on a réussi à rattraper, prendre on va dire le train assez rapidement dès lors qu'on a eu accès à des machines pour s'entraîner. Puis on a quand même un peu l'expérience des années précédentes. Après un championnat qui tombait un petit peu plus tôt que d'habitude dans l'année. En général, c'est plutôt fin août, début septembre. Mais bon, voilà, on sortait du championnat de France, on avait quand même nos stages. Et au final, je trouve que ça s'est passé assez rapidement, quoi, parce que sur place, c'est vrai que ça a bien déroulé. On est arrivé, on a fait 4-5 jours d'entraînement sur place. Et puis après, la compétition elle-même a bien déroulé. Il n'y avait pas non plus énormément il y avait une quarantaine de pilotes. D'habitude, on peut en compter une dizaine, une quinzaine de plus. Donc, ce qui fait que le rythme peut être... là, c'était un rythme, on va dire, assez tranquille. Enfin, je veux dire, pour l'organisateur, pour passer les vols. C'était l'absence des Russes? Oui, il y avait eu ça. Puis, ouais. Après, voilà, ça effectivement, ça enlève un certain nombre de pilotes, ça c'est sûr. Et puis, on a eu des bonnes conditions météo tout le long. Donc ça, pareil, ça aide, parce qu'on a quand même, pareil, pour pouvoir placer les vols et tout le monde vole à peu près dans des conditions quasi similaires. Il y a quand même des limites de vent, de plafond et ainsi de suite. Donc là, on a toujours été dans les clous pour chaque vol. Et donc voilà, les vols finalement, la compétition elle-même est passée assez rapidement. Les vols se sont bien enchaînés. Ce qui fait que sur ce point-là, des fois, c'est vrai que il peut y avoir un peu plus d'attente. Après, le rythme était, on volait un jour sur deux, donc ça, des fois, c'est un peu plus long parce qu'il y avait comme toujours un petit peu, des fois, ces journées creuses à devoir gérer. En fait, la voltige, il y a quand même beaucoup d'attente. Ouais. Voilà, et puis au résultat, je pense que ça a bien marché pour l'équipe. Il y avait une bonne dynamique, une bonne émulation, parce que forcément, on parle des résultats, les gens sur le podium, mais même quand on regarde derrière, dans le top 10, top 15, on a quasiment toute l'équipe de France, pas loin. Donc, il y avait aussi des nouveaux pilotes pour lesquels c'était leur première année en Unlimited, et même eux, je pense, ont une bonne expérience, n'ont pas démérité, ont sorti des beaux vols. Donc il y a eu à la fois des résultats individuels, mais aussi sur le plan collectif, ça a vraiment bien marché. Puis une bonne ambiance, je trouve, dans l'équipe de France. Donc ça, je pense que ça a vraiment aidé aussi à avoir ce résultat, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Et Florent, on a vu traîner une vidéo sur les réseaux sociaux où on te voit en train d'attendre et on vient t'annoncer le résultat final, ça y est, c'est fait, champion du monde. Donc on te voit passer un petit peu par tous les états d'émotion. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Ça y est, j'ai gagné ma saison, j'ai rempli la victoire de ma carrière, qu'est-ce qu'on se dit? Alors en fait, moi j'ai vraiment pris la compétition programme par programme. Je me suis pas du tout focalisé sur le résultat final. J'essayais vraiment de faire de mon mieux et de performer à chaque étape de la compétition. Et donc en fait là, ce qui m'importait à ce moment-là, c'était de savoir comment je m'étais classé par rapport à ce dernier programme, et pas le résultat final. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, quand Alex Horry vient m'annoncer ça, il me dit You are world champion. En fait, je suis pas du tout, j'en suis pas encore là, quoi. Je cherche déjà à savoir si le programme s'est bien passé ou pas. C'est pour ça que je percute pas tout de suite. Et puis après, comme ça crie un petit peu autour. Je me dis non, mais si on a sauté une étape, on est à l'étape d'après. T'as gagné, quoi. Après, finalement, c'est cool, mais déjà c'est pas évident à réaliser parce que pour le moment, on n'a pas sorti la tête du guidon. On est rentré de Pologne, mais on a continué sur les meetings. On a eu une autre compétition derrière. Donc finalement, on n'a pas trop eu le temps de poser les valises. D'ailleurs, elle est toujours pas défaite. Le linge tourne en permanence. Donc je pense que je réaliserai peut-être plus ça en fin d'année. Mais bon, après, pour nous, voltigeurs qui évoluons dans une discipline qui n'est pas vraiment médiatisée, ça ne changera pas le cours de nos vies, c'est sûr. C'est un accomplissement personnel, c'est bien pour nos familles, c'est bien pour l'équipe. C'est bien pour l'armée de l'air, c'est bien pour nos amis. C'est bien pour le CV aussi, quand même. Oui. Mais voilà, on reste les pieds sur terre, c'est pas non plus... c'est cool. C'est un championnat du monde, quand même. Ouais, tout à fait. Vous savez le dire, en plus, vu les résultats de l'équipe de France,
Rennes, sur les 3 premières marches, c'est quand même bien. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est bien par exemple pour le staff de l'équipe de France, Oui. parce qu'on a eu la chance d'être super bien entouré. On a notre coach Patrick Paris qui nous a bien entraînés, et pas que cette année, depuis des années. On a Jérôme Houdier c'est notre team manager, qui nous prépare les stages, qui fait en sorte qu'on puisse voler dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Bon ben voilà, c'est génial quoi, pour l'équipe, c'est top. On a la chance de bénéficier d'une kiné également, qui s'appelle Marion, qui nous D'accord. suit et qui nous aide à mieux vivre le stage, à rentrer chez nous un peu moins cassé que si elle n'avait pas été là. Et nous, à l'EVA, on a un préparateur mental, Jean-Charles, qui nous suit également. Donc voilà, pour tous ces gens-là, c'est chouette. Ouais. C'est chouette de gagner. Ah oui. Et c'est aussi une vitrine, comme tu le disais, pour la voltige en France. Voilà, tout à Puisque fait. quelque part, on est en train d'écrire la voltige en lettres d'or Ah oui. au niveau mondial. Et ça, c'est hyper important. La France est très bien placée et pourvu que ça dure. Et oui. Pourvu que ça dure. Absolument. Donc c'est bien pour la FFA aussi qui investit dans cette petite vitrine, comme tu dis. Voilà, on a une grosse équipe, on est une dizaine de pilotes. Donc quand le travail et l'investissement portent ses fruits, voilà, ça montre qu'ils ont eu raison d'investir. Et Ouais. merci à eux de nous faire vivre ces super moments. Bien sûr. Et peut-être d'ailleurs que dans le chat, on aura des prochains champions. Ils seront là, on ne sait pas, hein, on va voir. Hein. On va voir. Plus que vous. Hein. Allez-y, lancez-vous. Rapidement, vos différents palmarès dans les différentes compétitions que vous avez pu faire au sein de l'unité. Qu'est-ce que... Vas-y, moi ce sera plus court. Eh ben, si on part, donc j'étais champion du monde alors j'étais, on va dire, en niveau national, 4 fois champion de France élite. J'ai été champion du monde limited en 2015. J'ai été champion du monde de freestyle cette année, parce qu'il y avait aussi une épreuve dans une catégorie freestyle, voilà. Et puis champion d'Europe également en 2018, en individuel, et puis 4 fois champion du monde par équipe et 4 fois champion d'Europe par équipe. On comprend mieux la retraite cette année. Oui. Enfin, l'année prochaine. Florent? Alors moi, ça va être beaucoup plus rapide. Il a tout gagné cette année, donc en même temps... Cette année, j'ai fait une bonne année. Sinon, en 2019, j'avais été champion du monde par équipe avec Popov et Louis, comme cette année. J'ai été champion de France cette année et champion du monde cette année. Ok. Et alors, comment vous prévoyez la saison prochaine? On va se projeter là déjà. Bien. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Sur le plan personnel Ouais, ou... global. Sur le plan de l'équipe, sur le plan personnel, sur des petites choses que vous avez pu tirer comme expérience aujourd'hui, cette saison, et que vous pourriez mettre en place l'année prochaine. Alors sur le plan de l'équipe, nous on est à la recherche d'un biplace. Non, parce que en fait l'année dernière, malheureusement en retour de meeting, on a eu j'étais victime d'une panne moteur, donc oui, on en avait parlé d'ailleurs. Ça nous a valu un petit tour dans le Gers, voilà, la campagne gersoise avec mon mécano. Voilà, tout s'est bien terminé, mais bon, l'avion lui est malheureusement plus trop utilisable, donc ça fait partie justement des dossiers de fond, essayer de recompléter la flotte. Voilà, donc en espérant, parce que pour nous c'est comme un outil indispensable pour la formation, hein. On parlait de cette continuité, si on veut continuer à sélectionner, former des futurs champions et futurs pilotes présentateurs pour aller vendre l'armée de l'air et de l'espace auprès du public, c'est nécessaire. Voilà, donc ça fait partie du travail qu'on a. Sinon après, sur le plan personnel, c'est l'équipe, comme on dit, en termes de compétition, l'équipe elle a tout gagné cette année, donc déjà c'est faire aussi bien, mais on va dire c'est aussi s'occuper des fois des pilotes un peu plus jeunes, pareil, essayer de leur transmettre, leur faire accéder au haut niveau, et puis ensuite sur le plan personnel, après nous on arrive je pense à un niveau où quand on prend les 5 premiers du classement général, ça joue à pas grand chose, donc après, voilà, il y a toujours des choses à améliorer, hein, ça on le voit, mais là maintenant je pense que c'est dans l'ordre du petit détail. Donc c'est le gagner en régularité, voilà, trouver des petites choses, mais c'est aussi pour ça que la voltige, je pense que c'est une discipline, on peut en faire pendant des années et pas avoir l'impression d'en avoir fait le tour, quoi. Ouais. C'est pour ça que généralement on en fait aussi, on se lasse pas, quoi. Et je pense que c'est aussi la meilleure
manière de raborder chaque saison, c'est-à-dire c'est de dire bon, ok, il s'est passé ça, on met les compteurs à zéro. Florent disait on prend chaque programme l'un après l'autre. Là c'est pareil, c'est la saison précédente, ok, il s'est passé ça, maintenant tac, on repart, on se reprojette devant et puis voilà, et c'est ce qui permet de garder la motivation. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que une saison l'année dernière, on a eu des petits couacs avec le biplace, donc déjà une saison sans trop de, je touche du bois, c'en est. Oui, Voilà, sans, sans, aussi, ouais. voilà, avec des avions qui marchent bien, c'est aussi agréable, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et Jean-Baptiste, s'il y a des choses de cette saison qui peuvent être modifiables, améliorables, on pense notamment aux nouvelles technologies. Parce que j'ai pu voir aussi qu'on utilise aussi maintenant des drones pour faire des prises de vue en l'air. Alors, je dis pas que c'est au sein des armées, parce que j'ai vu un clip où on voit ça, on voit que c'est un extra qui est en train de monter avec un drone qui est au retour. Oui. Est-ce qu'on va voir ça bientôt? Le drone, pas tout de suite. Oui, il va falloir attendre. Va falloir attendre, oui. Non, après, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur cette année? C'est compliqué quand même. Parce que après, c'est un travail avec les pilotes et avec les officiers communication. Ça dépend ce qu'on veut montrer comme image de l'unité, ce qu'on veut transmettre aux jeunes qui nous regardent et à tous ceux à qui on veut transmettre la passion de l'aéronautique. Mais vous avez une ligne chaque année en fait, qui est dessinée déjà, ou alors vous dites tiens là ça serait peut-être intéressant de mettre ça en avant? On a une ligne parce que les saisons se répètent, la saison meeting, la saison hivernale, saison hivernale, donc dans ce sens-là oui, parce qu'on sait où sont les meetings, etc., comment ça va arriver, on a à peu près une vision à ce niveau-là. Mais je crois que le plus important ce matin, c'est de rester à peu près en phase avec ce qui marche ce qui est important, c'est les réseaux sociaux, parce que ça va très vite, TikTok, Instagram, tout ça, il y a des tendances, etc. Et il faut vraiment rester en contact avec les gens qu'on veut toucher. Donc c'est peut-être ça le petit challenge, quoi, c'est de rester vraiment en contact là-dessus, quoi. Donc en fait c'est réactif, dès qu'il y a quelque chose, c'est ça, faut voir, il faut vraiment. Après c'est de la veille, quoi, c'est de la veille d'information, à toujours regarder ce qui se passe sur les réseaux, puis essayer de voir ce que nous on peut en faire et comment on peut l'adapter avec l'unité, quoi. Oui, d'accord. Ok. Parlons un petit peu de. Non, il y a encore quelques questions. Fred, qui vous félicite, magnifique performance loin, ainsi que Popov et toute l'équipe. Jordan qui pose la question, est-ce que les autres concurrents sont aussi dans les armées de leur pays ou c'est spécifique à la France? Très bonne question. Non, nous on est la seule équipe militaire mondiale à ma connaissance. Oui. D'accord. En tout cas, en tant que pilote sportif. On va dire pour les compétitions de voltige, on ne parle pas de la patrouille de France ou ce genre de choses. Sans le côté meeting. Parce qu'il y a d'autres unités, d'autres pays qui volent, notamment la Jordanie, le Chili, qui volent sur extra. Alors, ils volent en patrouille, mais bon, qui utilisent quand même. Il y a Marche Verte aussi, les Marocains, qui volent sur des avions de voltige. Et ça, c'est du vol en patrouille, mais on va dire vraiment spécifique voltige, c'est plutôt unique. Et après, encore une fois, faut pas. La voltige en France et même l'équipe de France ne se résume pas qu'à l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Il faut bien différencier les deux. C'est-à-dire qu'après, quand on est au niveau international, on peut faire la comparaison comme dans beaucoup de sports en France. Il y a beaucoup finalement d'athlètes qui sont finalement des sportifs de la défense. Je pense que la défense en France investit pas mal dans le sport de haut niveau et notamment dans le parachutisme. Il y a beaucoup dans certaines disciplines là où c'est pareil, mixé, il y a un certain nombre d'athlètes qui sont en fait des athlètes militaires et puis après qui concourent aux côtés d'athlètes civils au sein de l'équipe de France. Finalement, après, chaque sélectionneur ou directeur technique, lui va piocher les éléments dans les structures qui l'intéressent. Et on voit des athlètes de haut niveau aussi qui peuvent rentrer dans les armées après une carrière. Ça se fait aussi. Je pense à des nageurs. Il y a une unité qui s'appelle Armée de Champions qui dépend du CNSD de Fontainebleau et puis en fait effectivement qui regroupe un certain nombre d'athlètes sous la bannière de la défense, ce qui leur permet de pouvoir bénéficier de conditions d'entraînement un peu plus favorables pour eux, quoi. Fred, Popov, as-tu déjà pensé à ta reconversion? J'y pense. Voilà. On n'en saura pas plus. Non, mais après c'est mais bon. Là, c'est dans un an, mais effectivement, il faut commencer à y penser. Donc, je commence à doucement. Toujours le vol? Oui, je pense, oui. D'accord. Dans un premier temps, oui. Après,
il y a d'autres plans au pire, mais, Ouais. mais plutôt Oui, mais Hérault, voilà. quoi. Voilà. Premier choix, ça serait plutôt de rester. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Matt Paylot qui pose une question, elle va vous plaire celle-là. Quel est votre avis en ce qui concerne la médiatisation de cette discipline? Souhaiteriez-vous qu'elle soit plus importante? Ouais, évidemment. Bien sûr. Mais pas que pour nous, finalement, pour un tas de raisons. Ouais. Parce que notre discipline, c'est une super discipline et qui manque vraiment d'être connue, parce que c'est indescriptible. Moi, j'encourage vraiment tous les gens que je croise qui ont un tout petit peu d'attention pour la voltige aérienne, je les encourage à essayer au moins une fois d'aller se mettre dans un avion la tête à l'envers. C'est extraordinaire. Les sensations qu'on peut ressentir, voilà, c'est fabuleux. Il faut le faire une fois dans sa vie, comme le saut en parachute. Ouais. Il faut en faire un. Mm. Donc ouais, c'est sûr que si on était un peu mieux médiatisé, déjà pour tous ceux qui travaillent là-dedans à l'année, qui sont souvent bénévoles, je pense surtout aux aéroclubs, aux équipes de voltige civile, bah, ça serait un minimum Un de plus. reconnaissance. Ouais. Et bon, Peut-être c'est sûr financièrement aussi, hein, pour les retomber les sponsors et ce genre de Absolument, choses. tout à Ouais, fait. voilà, et puis en plus, c'est quand même une discipline où la France est à la pointe depuis maintenant un certain nombre d'années. Mm. Donc, enfin, je sais pas. Après, le but c'est pas de comparer, de comparer mais voilà, je pense qu'un sport où globalement, ne serait-ce que le titre par équipe ou voire en individuel, sur les 20 dernières années, il a quasiment, et dans 80% du temps, il revient français. Ouais. Voilà, effectivement, sans tomber dans l'excès de médiatisation, je pense qu'il ne serait pas, de toute façon, et qu'on ne recherche pas, et puis il y a même des valeurs qui sont hyper intéressantes, je trouve, à véhiculer, parce que c'est ce qu'on dit, la voltige, c'est un sport individuel, mais qui se pratique en équipe. C'est-à-dire que à la fin, quand on est dans une compétition, on est tous concurrents, même au sein de l'équipe de France. Il y a un titre par équipe, parce qu'à la fin, on regroupe les 3 meilleurs pilotes de chaque pays, ça fait une médaille par équipe, mais au final, c'est de l'individuel. Mais c'est l'individuel qui se pratique en équipe, c'est-à-dire que quand on vole, on n'a pas de confrontation directe avec nos équipiers. Et donc du coup, on est concurrent quand on est dans l'avion, mais au sol, on est coéquipier, ce qui fait que derrière, il y a une émulation. Et ça, je trouve ça, dans la société actuelle, enfin, j'ouvre un peu le truc, mais c'est hyper intéressant parce que finalement, on y est confronté tous les jours. C'est-à-dire dans le travail, il y a un moment où on va être en équipe parce qu'on va travailler pour une boîte, puis quand arrive le moment des promotions, on peut être mis en concurrence d'une certaine manière. Mais sauf que si en fait on tape sur le voisin pour y arriver, en fait on se rend compte qu'en faisant ça, alors certes on va y arriver, mais en fait ça dessert tout le monde. C'est-à-dire qu'en réalité on ne tire pas le niveau vers le haut. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on ne tape pas sur l'autre ou on ne donne pas une fausse info, une info en bois pour dire tiens je vais le baiser comme ça machin. Non, on se partage les infos, le vent, la météo, le truc, tiens fais attention, là ça pousse un peu, tiens ça rentre. Voilà, et puis et après chacun fait de son mieux. Mais ce qui fait que si un jour on se fait dépasser, on se dit tiens je vais essayer de m'améliorer, ou quand on sent que ça pousse, et voilà, un Flo quand il arrive, moi je le vois monter, je sens que ça vient chatouiller derrière, puis il passe devant, et c'est comme ça. Mais pendant toute cette phase là, ça permet de tirer tout le monde vers le haut, moi de me pousser, lui de le tirer, puis en équipe de France c'est pareil, et au résultat c'est le niveau global qui monte. Donc voilà, et ce qu'on disait, ce qui est valable une année, l'année suivante ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Mais c'est ça finalement, c'est que ça se fait dans une bonne ambiance, et je trouve que ça c'est hyper intéressant. Et je sais pas s'il y a peut-être pas mal de sports qui sont comme ça, mais en tout cas la voltige, je trouve que c'en est un bon exemple, et il y aurait des choses je pense à appliquer, ou en tout cas à montrer qu'on n'a pas besoin de taper sur le voisin. En tout cas, c'est un cercle vertueux, voilà. Cohésion d'équipe. Exactement. Et au niveau médiatique, Jean-Baptiste, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme image pour pouvoir inciter les médias traditionnels à couvrir ce genre d'événement? Qu'est-ce qu'il faut Bonne question. Le problème, c'est que, comme disait le capitaine Othon, il faut être dans l'avion pour un peu comprendre quand même ce qui se passe, que c'est un peu compliqué de faire ressentir léger, la sensation d'être la tête à l'envers, etc. Enfin, c'est quand même assez abstrait vu de l'extérieur. Donc nous, après, on essaye de donner une impression, de partager ce qu'ils ressentent avec des GoPros, des vols, plein de montages, etc. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais je pense que c'est un peu... Là, je sais pas. Mais techniquement, ça serait faisable pour un média de faire ce genre de truc? Enfin, au Red Bull Race, c'est un peu ce qu'ils font. Moi, il y avait ça, et puis après aussi, je pense que on capte l'attention des journalistes dès lors qu'on les fait voler aussi quand ils viennent voler chez nous. Moi, pour l'instant, j'ai pas connu un seul journaliste qui est redescendu en disant c'est pas terrible. En général, les gens sont enjoués. Souvent, le sujet, quand il est fait, il est souvent traité avec
avec intérêt, parce Ouais. que les gens souvent ont passé un bon moment, on sent qu'ils ont envie donc tout simplement, je pense qu'il faut, comme disait Flo, il faut inciter les gens à venir voler, à voir ce que c'est, et puis ils en parleront en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, généralement quelqu'un qui a fait du saut en parachute, si vous mettez autour d'une table, il va vous en parler, quoi. Ouais. Et donc là c'est pareil, hein. Si c'est un média, je pense qu'il aura à cœur de partager en tout cas ce qu'il aura vécu. Et après effectivement sur le côté visuel, ça passe par des caméras, par ce genre de choses, essayer de rendre accessible et puis que les gens vivent la chose, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'un service d'image en interne est aussi important parce que ça permet déjà d'avoir un travail prémâché qui, pour les médias traditionnels, même si des fois ils l'utilisent pas forcément tout le temps, malheureusement, mais voilà. Ah, Il y a eu des couvertures sur des médias classiques sur les championnats, on vous en a parlé de ça ou pas? Bon, les médias locaux, mais bon, c'était très peu en fait, hein, au final. Ouais. Moi j'avais vu, je m'en souviens à l'époque, un truc qui avait peut-être, voilà, s'il y en a qui écoutent et qui ont des accointances avec les grandes chaînes. À l'époque, c'était sur une chaîne, chaîne sportive. Je ne sais pas si on peut citer le nom. Je crois que ça n'existe plus. Hein, c'est Eurosport, donc c'est bon. Ah oui. Voilà. Mais j'avais vu, j'étais gamin et j'avais vu justement, c'était le reportage. C'était sur les championnats du monde d'Europe. C'était passé en Espagne. Et en fait, effectivement, un championnat suivre pendant 15 jours des vols qui se répètent. C'est peut-être pas forcément très bankable comme on pourrait dire dans le jargon, mais par contre ils avaient réussi à faire quelque chose, à faire un championnat. Voilà, ça devait durer peut-être une demi-heure, mais en mettant un peu des moments clés, ainsi de suite, en faisant une sorte de petit résumé. Ouais. Et je pense que pour finalement le public un peu plus lambda, enfin sans être péjoratif, ça devenait quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser, c'est-à-dire peut-être que sur du direct ça serait compliqué, mais arriver à raconter, à faire un peu du storytelling avec des images en expliquant un peu une figure clé ratée, réussie, ainsi de suite. Voilà, la personne elle passe pas 3 heures à regarder les avions, elle va en 20 minutes, elle peut comprendre ce qui se passe, on voit un peu les juges, on voit un peu le truc, on comprend ce qu'il en ressort, on a des belles images parce que déjà à l'époque on voyait comme des caméras embarquées. Et je m'en souviens, j'avais vu ça, j'avais trouvé ça génial, quoi, parce que ça changeait, et puis voilà, en 20 minutes on avait compris qui avait gagné, qui était deuxième, qui avait troisième, qui en avait fait une erreur, et voilà. Et finalement, en vulgarisant un peu les choses, je pense qu'il y a moyen de raconter quelque chose et que ça soit médiatisable, même sur des chaînes grand public, quoi. Ah oui, d'accord. Une notion de se transporter en fait à la place du pilote pour lui faire vivre un peu ce que c'est qu'un championnat, quoi, quelque part. Par exemple. Mais encore une fois, le vol découverte est peut-être la meilleure chose à faire. Hein. Est-ce que dans le chat, il y en a parmi vous qui ont déjà fait de la voltige? Ou au moins un vol, on va dire. On a Free Flight Tank qui l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous en avez déjà fait ou pas? Vous pouvez nous l'indiquer. Et puis, il est déjà 19h48 UTC, donc il va falloir tourner la page de fin de l'émission. Alors, Matt Pilot affirme, Céline qui dit malheureusement non. Eh bien, c'est à faire, chère Céline. Fred qui dit oui, évidemment. Donc allez-y, est-ce que vous avez une petite expérience en voltige ou pas? Jordan non, Jordan pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui débutent la voltige en général, ou qui ont une faible expérience en pilotage, en vue de faire une carrière, par exemple? À votre avis, quels sont les critères qu'il faut embrasser pour pouvoir se donner les meilleures chances? Déjà, s'ils ont volé, c'est qu'ils ont poussé la porte d'un aéroclub, donc c'est très bien. Ouais. Il faut qu'ils continuent. À mon avis, voilà, il faut s'intéresser le plus possible au sujet, passer le plus de temps possible en l'air, échanger avec les gens. Voilà, en général, les aéroclubs, c'est toute catégorie sociale, professionnelle, et c'est des mines d'or en plein de choses. Donc il faut pas s'en priver, quoi. Il faut passer du temps, il faut écouter les anciens parler. Il y a souvent plein de belles anecdotes à entendre. Et après, pour la carrière qui suit, normalement il n'y a pas de raison. Si on s'est intéressé au sujet, voilà, il faut mettre toutes les chances de son côté. S'il y a des tests à passer, faut les préparer au mieux. Et puis donc le travail passionné, rigoureux, et puis voilà, exactement. Ça, un peu de travail, un peu de passion, un peu de motivation, et puis on est bon, quoi. Ouais. Mais ça, c'est quelque part, c'est pour tous les métiers. Ouais. Peut-être même aussi, si on n'est pas motivé, enfin, dans n'importe quel domaine, ça se ressent. Ah ouais, tout à fait. Ça se voit. Hein. Ok. Travail et motivation, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Et la passion, cultiver la passion. La passion. Ouais. Et comme on le disait tout à l'heure, l'importance aussi peut-être d'avoir une petite équipe qui fait qu'en plus,
le fait que tout le monde se côtoie, tout le monde se connaisse, on est dans une dynamique qui est super positive. Ouais, bah, c'est humain, quoi. C'est quelque chose qui a taille humaine, donc c'est vrai qu'un groupe de 15-20 personnes, là, c'est un peu le format où généralement tout le monde, ça arrive à bien tourner. Donc Ouais. voilà, après, tout dépend où on va. Des fois, on peut être amené à évoluer dans les plus grosses structures, Ouais. mais d'où quand même l'importance malgré tout, en tout cas, d'essayer de garder cette dimension humaine, parce qu'on parlait du partage, souvent il y a plein de choses qu'on apprend, des fois au coin du comptoir d'un bar, hein, quand on dit des fois le bar de l'escadrille, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est que des fois les Bar de la histoires... zone, on est là pour ça. Ah ouais, non, mais les histoires qu'on va entendre des anciens ou qui vont se parler, il y a effectivement la transmission écrite, qui est le cours formel et qui est bien sûr indispensable, mais tout peut pas toujours tout se transmettre par écrit, quoi. Enfin, maintenant, c'est vrai qu'on veut tout écrire parce que si c'est pas écrit, oulala. Mais je pense que l'aéronautique fait aussi partie de ce domaine où il y a une partie qui pourra ne se transmettre que par oral, et donc d'où l'intérêt de partager, d'échanger, d'écouter, voilà, parce que des fois on apprend plein de choses, et puis après quand on a un peu plus d'expérience on repartage, et non, c'est comme Et ça. retour d'expérience. Exactement. Super important. Et Free Flight nous dit, j'ai des deux jeunes qui ont fini l'un au transport, l'autre à la latte. Bravo, c'est Bien, aussi comme ça. ouais. Hein. Le bar des meetings avec certains moustachus ou spotters de Toulouse. Ouais, évidemment. Ok, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de lancer la dernière séquence de l'émission, 19h51 UTC. On lance la séquence fort aux questions. Matt Pilot qui dit ce serait génial de pouvoir vous rencontrer en vrai. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer en vrai? Sur les meetings, Sur les meetings. Les meetings, là maintenant c'est un peu sur la fin. Là. eh ben, Mais vous avez des dates là à venir ou... Grenoble ce week-end, Coupe-Picard, Toulouse, Franck Hazal ce week-end. Ah oui, ouais. Voilà, et week-end prochain, il y a Issoire, et Cerveau-X Saint-Jean-de-Luz. et Saint-Jean-de-Luz. Et ben voilà, vous Voilà. avez toutes les dates. Les 4 dernières occasions de l'année. Il faut Et pas les rater. Matt, Toulouse, c'est à côté. Ah ben j'y suis. Et ben voilà. Et voilà. Matt, je t'invite à... Vous verrez Matt, il pourra... À Toulouse, Voilà. à Toulouse, Matt. Voilà, il se signalera. Dimanche, plutôt, je crois qu'il fait samedi, la météo est Voilà. pas terrible. Matt Pilot de la zone aéro. Hop, ça y est, c'est fait. On va lancer la rubrique fort aux questions. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à le poser. On va garder encore 5 petites minutes pour ça. Donc dernière séquence, fort aux questions, remise de gaz. Hop, donc séquence fort aux questions, remise de gaz. Si vous avez des questions particulières sur l'émission d'aujourd'hui ou sur des émissions passées ou à venir, n'hésitez pas à les poser, c'est maintenant. Ou si vous avez quelques dernières questions à poser à nos invités, n'hésitez pas à le faire. Voilà, on va prendre 5 petites minutes, il est 53. Jordan, quand on est à 58, tu me dis stop, c'est l'heure. Et comme ça, on lancera le générique de fin. Voilà, Céline qui applaudit. Donc j'espère que l'émission vous a plu. Alors, j'avais une petite question particulière pour tous les trois. Pourquoi avoir choisi l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, les équipes de présentation de l'armée de l'air, comme choix de carrière quelque part? Est-ce que vous l'aviez vu avant et que cette unité-là vous a plu, ou est-ce que c'est à un moment donné de votre vie vous avez dit maintenant, c'est maintenant, et c'est pas dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je pose bien ma question, Non, mais au niveau timing en fait. C'est pertinent comme question. Je vais dire je ne suis pas rentré dans l'armée de l'air pour revenir aux équipes, parce que à la base c'était pour être pilote de chasse. Maintenant j'avais une passion pour la voltige, j'avais commencé un petit peu avant. L'idée c'était, j'avais toujours gardé en tête, me dire tiens, si un jour j'ai l'occasion de pouvoir voir jusqu'où je peux aller dans cette discipline, j'essaierai de le faire. L'équipe de voltige, ça paraissait être une bonne opportunité. Après, la deuxième chose, c'est qu'à l'EVA, on n'a pas un recrutement permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place de renouvellement en permanence tous les ans, comme ça peut être à la Patrouille de France. Donc, c'est tous les combien à peu près? En fait, c'est dès qu'il y a une variable. place qui se libère. Donc, des fois, ça peut rester 5-6 ans sans recrutement. Donc après, quand il y a un recrutement qui se lance, il faut être soit aussi dans une bonne période, parce que si on vient juste d'arriver dans son unité, par exemple, on ne peut pas être lâché ainsi de suite. Donc voilà, donc, moi je sais qu'il y a eu cette opportunité, vraiment les planètes se sont alignées vers
vers 2010-2011. Et donc, effectivement, la question était, ok, est-ce que je bascule, enfin en tout cas, est-ce que je présente et effectivement, le souhait de dire, tiens, jusqu'où je peux aller dans cette discipline, c'était toujours présent. J'avais recommencé un peu la voltige justement à l'époque en club à Montpellier et je voyais qu'il y avait toujours de l'attirance pour la discipline et donc après j'ai tenté ma chance et ça a souri quoi. Oui. Et donc c'était un bon choix. Ouais, très bien. Alors moi c'était un peu plus clair dans mon esprit dès le départ. Projet à long terme. Ouais, en fait moi j'avais attaqué donc la voltige en 2004 par là et donc je gravissais les échelons biplace tout doucement et je me rendais compte que c'était vraiment une vraie passion quoi. C'était vraiment, j'avais ça dans le sang. Je voulais vraiment en faire mon métier quoi. Ouais. Et donc je savais que l'équipe de voltige de l'armée de l'air a existé. Néanmoins, je les avais jamais trop vus voler jusqu'à un week-end de 2005 où j'ai vu l'un de nos anciens évoluer sur Cap 232, c'était Jean-Michel Delorme. Ah oui. Et là, je me suis dit, non mais voilà, c'est là qu'il faut aller pour faire de la voltige en fait. Il faut pas tortiller. Et puis ça tombait bien puisque moi, dans mon idée, je voulais rentrer dans l'armée de l'air et de l'espace pour faire pilote de chasse. Et donc je m'étais dit, voilà, un petit peu d'escadron et puis après hop, on va à l'EVA et puis là au moins il y aura la structure idéale pour pratiquer et puis pour faire ça former, à temps plein, et faire ça à temps plein. Donc le plan s'est pas tout à fait déroulé comme prévu puisque j'ai été orienté pilote de transport plutôt que pilote de chasse. C'est comme ça, mais finalement ça m'a peut-être permis d'être un petit peu plus facilement libérable d'un point de vue RH. Et j'ai quand même dû attendre mon tour parce que j'avais postulé une première fois et comme le disait Popov, j'étais arrivé tout fraîchement dans mon unité, donc on n'a pas voulu me laisser partir. Et j'ai eu de la chance puisque 2 ou 3 ans plus tard, il y a eu notre sélection. C'était une période où l'équipe se renouvelait pas mal. Et donc j'ai pu cette fois postuler et tenter ma chance sur une sélection. D'accord. Donc tout s'est bien goupillé. Donc si on comprend bien, il y a une place qui se libère l'année prochaine. Oui. Et Jean-Baptiste, toi, ta carrière, c'est les équipes de présentation Absolument ou, pas. Alors c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand on va aux équipes, quand on est sous-officier, c'est plutôt une deuxième partie de carrière, quoi. Souvent, les gens sont passés sur d'autres bases avant. Enfin, pour les mécanos, souvent, ils sont allés dans les forces avant. Et là, c'est tombé à l'amphi, et du coup, il y a eu quand même ce doute. Est-ce que j'y vais au tout début? C'est quand même, on est jeune sergent, on vient d'arriver, c'est quand même compliqué d'arriver dans une boîte où il y a déjà des gens qui ont fait beaucoup de choses dans l'armée, quoi. Donc c'était, est-ce que j'avais ma place? Puis je me suis dit quand même que c'était peut-être la seule chance de ma vie d'y être, quoi. Donc ça aurait été dommage de passer à côté. J'aurais été plein de regrets, donc voilà. Et tu regrettes pas? Non, j'espère que non plus, mais moi je regrette pas. Apparemment, ça a l'air de bien se passer. Et puis après, je rajouterais quand même qu'il y a aussi bien sûr la passion de partager, mais bon, pour nous c'est un peu, on va dire c'est sous-entendu parce que Flo a parlé du partage, mais moi j'avais dit au début de l'émission, c'est sûrement aussi grâce au meeting que je suis devenu pilote, ou en tout cas que je me suis lancé vers cette voie parce que des gens m'ont dit non, t'inquiète, tu seras pas trop grand, en tout cas tu peux tenter. Voilà, alors des fois on se rend pas compte à quel point des fois une petite phrase peut des fois influencer les choses, parce que combien de jeunes des fois on croise où les gens disent non, c'est pas pour moi parce que on m'a dit qu'il fallait faire des études ou ce genre de choses, voilà, parce que les gens finalement des fois on leur donne une réponse et puis pour eux c'est plié et voilà, et donc du coup finalement aussi le fait de pouvoir un peu renvoyer l'ascenseur aux plus jeunes, et en tout cas ça c'est super, c'est plaisant. Nous on a la chance de rester quand même un certain temps à l'équipe de voltige. Moi je suis sur la fin, c'est une décennie, et entre moi le moment où je suis rentré et j'ai croisé des fois des jeunes qui allaient passer qui étaient au collège ou au lycée ou qui passaient tout juste des sélections, à 10 ans plus tard, il y en a maintenant ils sont chefs de patrouille sur chasseurs, ou d'autres on les recroise à Salon, ils viennent toquer à la porte, vous vous souvenez, j'avais 12 ans, maintenant j'en ai 22 et je suis à l'école de l'air. C'est génial, on se dit que là le métier il sert à quelque chose, parce que c'est vrai que pour les gens ça peut être juste on fait mumuse avec les avions, mais non, en fait ça se concrétise, et quand on voit ça, il n'y a pas de chiffres, mais on sait que ça marche. On sait que ça marche quand on croise les jeunes qui nous, on ne se souvient pas toujours des prénoms, mais
eux, ils s'en souviennent, quoi. Mm. Et donc ça marque. Et d'où l'importance des meetings, effectivement. Exactement. Il n'y a pas que les championnats, les meetings sont super importants. Et c'est vrai que voilà, il y en a, il faudrait qu'il y en ait plus. Il y en avait beaucoup avant. Et c'est vrai que la législation a fait que ça devient complexe pour les organisateurs de mettre en place ce genre de manifestation. Mais on y reviendra, je pense. On y reviendra. Il y a pas mal de petites réactions. Alors il y a deux qui disent c'est l'heure, effectivement. On va libérer nos invités qui ont encore un peu de route pour rentrer, mais en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, et je pense que c'est partagé sur le chat. Fred, c'était un vrai régal de vous voir et de vous entendre. Excellente continuation au Glisse d'Ouvroa, vous êtes au top. Tout est dit. La transmission de la passion aide à la motivation. Je souhaite tous vous remercier particulièrement Jean-Baptiste pour tout le travail fait sur les réseaux. Les images et montages vidéo sont tous incroyables et nous mettent des étoiles dans les yeux à chaque fois. Ah, hein, bravo. Alors, Avec une collègue voilà, on applaudit. Voilà. C'est génial de vous voir les passionnés comme vous. Merci beaucoup à toutes et tous. Eh bien, écoutez les amis, on va se quitter. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle zone aéro. On va voir le programme là, cette semaine avec nos amis Nicolas et Michael. Merci à vous d'être passés, de voir au bar de la zone. Ça nous a fait bien plaisir. Je rappelle que l'émission sera en replay dans une dizaine de minutes pendant 14 jours sur la chaîne Twitch et normalement à partir de la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez revoir cet entretien, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Vous aussi, si vous souhaitez rejoindre notre serveur Discord, vous pouvez le faire. On échange dessus et n'hésitez pas à venir nous faire part de vos remarques ou de poser pourquoi pas d'autres questions particulières. Comme ça on échange et on les fait suivre. Et puis encore une fois, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à poser un petit abonnement ou à convertir un Prime. Ça nous aide beaucoup. Bruno RL, c'est vrai, bravo Jean-Baptiste. J'aimerais faire comme toi, cette interview m'a inspiré. Voilà, un de plus. Et ben voilà, on arrive à l'objectif. Merci à toutes et tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même fréquence. La zone aéro. Passez une bonne soirée. Ceux qui veulent rester pendant le générique. On va voir s'il y a quelqu'un de la simulation par exemple qui est en live et comme ça on bascule chez lui. Donc vous pouvez rester en ligne pendant le générique et on bascule. Et sinon aux autres, rendez-vous la semaine prochaine dans la zone aéro. Merci messieurs. Bon vol à vous. Merci. Fly safe, comme on dit d'habitude. Et au plaisir de se revoir une prochaine fois dans la zone. Et au plaisir. Avec plaisir. Bonne À soirée. bientôt tout le monde.